Originaire de Binofla, ville de l'Espérance, située dans le département de Saint-Fra, région de la Maraoué, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Nyamien David Godebi est officier des douanes ivoiriennes. Il est issu de la prestigieuse École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Passionné de l'écriture depuis ses études secondaires au lycée classique d'Abidjan, il participe dès la publication de son premier ouvrage, Les vers de Corruptus ou Comment déparasiter l'humanité, à la foire du livre de Bruxelles en 2013. La présente édition de l'honneur d'une vierge est la deuxième après celle de 2016. L'auteur y évoque la notion sacrée de la virginité de la jeune fille dans les sociétés africaines et ouvre également le débat sur d'autres questions éthiques, politiques et sociales de notre temps. Il est l'invité de Maranatha TV. Vous avez produit cette œuvre qui est un recueil de 4 nouvelles. Pourquoi avoir mis en avant la nouvelle L'honneur d'une vierge? Je voulais avant tout propos exprimer ma gratitude à l'équipe de production de Maranatha Media, au directeur, aux responsables techniques, et à travers eux, au-delà d'eux, le promoteur de cet outil de communication qui fait son petit nom de chemin. Si étant dit, pour revenir à votre question, il faut dire que en tant qu'auteur, nous avons l'obligation d'apporter notre contribution à l'éducation des masses. Et aujourd'hui, la question de la virginité est essentielle parce que nos filles, dans différentes écoles, dans les villes de l'intérieur, même ici à Abidjan, sont exposées au phénomène de grossesse en milieu scolaire. Et les chiffres sont alarmants. C'est dans cette perspective d'aider donc à un mieux-être pour nos communautés, d'aider à éduquer nos filles, précisément, pourquoi pas les garçons par les que nous avons produit L'honneur d'une vierge, qui est le titre éponyme de ce recueil de nouvelles. D'accord. N'est-ce pas assez réducteur de ramener l'honneur d'une fille à sa virginité? Oui, mais pas du tout, pas du tout. L'honneur d'une fille qui n'a pas de vie maritale, c'est d'avoir avant tout sa virginité. C'est un concept qui ne date pas d'aujourd'hui. Dans les religions musulmanes, la preuve de l'honneur d'une famille, c'était la virginité de la femme au mariage. Dans certaines religions qui ne sont pas musulmanes, mais dans les sociétés africaines, pour une jeune fille, avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est extrêmement déshonorant. Et donc, pour ma part, c'est important que l'honneur d'une jeune fille se résume au fait qu'elle pratique l'abstinence et reste pure pour se concentrer sur l'essentiel jusqu'à son mariage. Que conseilleriez-vous aux jeunes filles, par exemple, qui ne peuvent pas s'abstenir? Est-ce qu'il y a une méthode palliative, par exemple, les méthodes qu'on connaît? Des jeunes lecteurs me l'ont demandé dans un établissement de jeunes filles où je suis allé, et je leur ai répondu ceci: quelle est l'urgence d'avoir du sexe pendant que vous êtes à l'école? Si vous remarquez, demandez un peu autour de vous, les dames qui ont réussi, qui sont des femmes d'honneur, 95% d'entre elles ont gardé au moins un minimum de virginité jusqu'à l'université. Pourquoi alors est-il si important d'avoir du sexe? Quand on sait qu'on s'expose non seulement aux IST, mais également aux grossesses indésirables qui sont susceptibles de gâcher l'avenir de nos élèves. Dans cette nouvelle, vous dépeignez la vie des jeunes apprenants dans les internats. Et comment appréhendez-vous ces lieux, les internats? Des apprenants, en fait des internats, parce que l'internat en lui-même, c'était une très bonne occasion pour nos élèves de rester concentrés sur l'essentiel. Les résultats d'ailleurs, lorsque les internats existaient, étaient très probants. La plupart des cas d'aujourd'hui qui n'avaient pas des parents nantis sont passés par les internats. Et dans le cadre de l'honneur d'une vierge, c'est une villa que des parents ont mis à la disposition de leurs enfants pour qu'ils soient ensemble et qu'ils puissent étudier, parce que aussi, c'est un problème. Être dans une école et ne pas être auprès de ses parents, c'est également un fléau auquel nos parents doivent faire face, que nous prenons le soin de relater dans ce recueil de... D'accord. Donc, dernière question sur ce volet-là. Quel conseil pourriez-vous prodiguer aux parents qui, leurs enfants qui sont des jeunes internes, puisqu'ils n'ont pas l'œil sur ces enfants-là? Ben non, c'est vrai que les parents n'ont pas l'œil, mais je vous assure que les élèves sont mieux encadrés dans les internats qu'auprès de leurs parents. Parce que dans les internats, ils n'ont pas la possibilité de sortir comme c'est le cas quand ils sont chez les parents. Ils disent qu'ils vont à l'école, est-ce qu'ils y vont? C'est lui aussi d'interpeller le gouvernement pour que le système d'internat qui a fait ses preuves puisse être remis à jour pour permettre
à ceux dont les parents ne sont pas nantis de suivre des études dans la rigueur, dans un environnement sain, un environnement qui est un environnement productif. On va en venir à la première nouvelle de ce recueil, c'est la nouvelle Le Cauchemar. Est-ce le diagnostic du système sécuritaire et judiciaire que vous faites dans ce recueil? Oui, absolument, absolument. Mais bien au-delà du diagnostic du système sécuritaire et judiciaire, c'est l'expérience que vivent l'Ivoirien lambda, le citoyen lambda, qui ne parle pas, qui n'a pas la possibilité d'exprimer l'expérience qu'il vit. Et cette nouvelle-là a été comme une sorte de catharsis pour ceux qui ont eu à vivre ces atrocités. Mais en même temps, nous interpellons le gouvernement sur la nécessité pour les populations d'être protégées parce que c'est l'une de leurs obligations et c'est un droit pour ces citoyens-là. Et vous pensez que actuellement, je veux dire, nos dirigeants ne font pas assez pour la sécurité des Ivoiriens? Mais en matière de sécurité, la critique est certes aisée et la pratique plus rude, mais en matière de sécurité, le risque zéro n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est que monsieur le directeur de Maranatha TV puisse un jour se lever comme ça, sortir de chez lui, faire les 100 pas à minuit, rentrer à 2h du matin sans avoir peur d'être agressé, de faire des rencontres indésirables. Et à partir de ce moment-là, on est plus en sécurité. Pour vous qui êtes un peu plus jeune, vous n'avez peut-être pas fait les villages, mais nous qui avions la chance d'être au village, nous dormions au clair de la lune. Nous dormions même dehors, devant nos maisons, sans craindre un quelconque voleur, quelconque braqueur, quelconque délinquant qui viendrait déranger notre quiétude. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'insécurité du fait de l'environnement qu'on connaît est tellement élevée. Pas plus tard que hier encore, on parlait d'un braquage de voyageurs sur l'axe Yamoussoukro-Tébissou où il y a eu des victimes. Je pense que vous êtes mieux placé que moi d'ailleurs pour savoir que même si l'État fait des efforts, l'État doit encore faire des efforts pour que nous soyons à un niveau de sécurité optimal. On va partir du volet judiciaire dans cet recueil, Le Cauchemar. Daouda, l'infortuné, est porté plainte après qu'il a été interrogé par un officier de police. On voit que la plainte n'est allée nulle part. Pour vous, c'est ce qui fait que le justiciable n'a pas confiance en sa justice? Le cas de Daouda est un cas parmi tant d'autres. Ouais. Est un cas parmi tant d'autres. Est-ce que le citoyen lambda le vit? Est-ce que le gouvernement peut justifier ce que une personne X peut bénéficier de la plénitude de ses droits en tant que judiciaire? C'est à vous de voir. Il y a une justice pour les grands et une autre pour les petits. Nous avons lancé le pavé dans la mare et je pense que nous observons. D'accord. Dans l'agression à domicile, toujours, dont il a été victime, l'infortuné Daouda, dans un sursaut d'orgueil, il a tenté un acte héroïque mais risqué pour sauver sa famille. Est-ce la bonne attitude lorsqu'on est victime de ce genre de malheur? Bon, moi je pense que chaque chef de famille doit réfléchir. Je pense qu'il y a la divinité aussi, parce que si vous remarquez, les coups de machette qui ont été infligés à Daouda n'ont pas fait de blessures, miraculeusement. Moi j'estime qu'un homme doit pouvoir donner sa vie pour sa famille. Parce qu'un homme qui ne fait rien pour sa famille, un homme qui laisse sa famille dans un état d'insécurité, sans agir, ce n'est pas un homme. Comme on le dit vulgairement, l'homme meurt le jour de sa mort. Et tout ce qu'on peut faire pour protéger les siens, je pense qu'il faut le faire. Et si j'étais à la place de Daouda, je pense que je le fais la même chose. La même chose. D'accord. Pour vous, c'est un acte héroïque, donc oui, pas... C'est un acte de responsabilité. Ce n'est pas de l'héroïsme. Les acteurs, les témoins peuvent parler d'héroïsme, mais c'est un acte de responsabilité. Si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous seriez laissé malmené, maltraité, tout seul, dans la nuit noire, appelant au secours, sans obtenir le secours sollicité? Qu'auriez-vous fait? Donc, l'ensemble des nouvelles de ce recueil ouvre le débat. Et chacun à son niveau a la possibilité de mener ses réflexions. D'accord. D'autres auraient dit par exemple que le rapport des forces est inversé et en faveur des agresseurs
Est-ce qu'il ne faut pas laisser faire pour obtenir une méfiance de survie? Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident que le rapport de force soit du côté. Ils étaient armés, la famille n'est pas armée. Oui, mais sachez que il ne faut pas être résigné. Ce qu'il faut apprendre derrière cet acte de Daouda, c'est qu'un homme doit tout donner pour sa famille. Quitte à perdre la vie. Oui, ben imaginez-vous que l'épouse de Daouda avait été tuée sous ses yeux, ainsi que sa fille et ses enfants. Quelle vie aurait-il? D'accord. On vient à une autre nouvelle, le président candidat, une belle nouvelle voilà, qui nous a marqué à plus d'un titre. C'est encore le procès de la gouvernance des trois grands, comme on dit chez nous, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, que vous faites dans ce recueil, apparemment. Ben, il y a peut-être une coïncidence entre le nom du président candidat et le début des noms de ces éminentes personnalités. Mais retenez avant tout que l'ouvrage, le recueil de nouvelles, est le fruit de l'imagination. Toute ressemblance, en conséquence, avec les personnes existantes n'est que fortuite. Mais au-delà de cette histoire, c'est la réaction de la jeunesse qu'il faut regarder. Est-ce que les jeunes prendront leurs responsabilités pour dire « Oh là, quand tu me fouras ». C'est cela la leçon à retenir. Sinon, les faits sont là. Ouabadié a voulu faire l'éléphant d'Afrique, construire l'éléphant d'Afrique. Il a voulu rebâtir, refonder la nation. Il a voulu faire du rattrapage de ses frères du Sud qui étaient exclus des affaires de la gouvernance du pays, etc., etc. Il a dit qu'il allait partir, mais après il s'est dit que le fauteuil était trop bon. Que fait la jeunesse? Que fait la jeunesse? Justement, les thèmes que vous évoquez nous ramènent à ces trois personnalités que j'ai citées. Ce n'est qu'une coïncidence fortuite. L'éléphant d'Afrique, le rattrapage. Je veux dire, c'est pas innocent. En fait, pour l'auteur que vous êtes. L'auteur ne vit pas dans un monde isolé. Et donc son inspiration est d'être influencé par ce qu'il vit. Mais je rappelle encore une fois que c'est une œuvre de l'esprit, une œuvre de l'imagination, et que toute ressemblance avec une personne connue n'est que fortuite. N'est que fortuite. Alors vous avez dit que est-ce que la jeunesse va crier le haut là? C'est ça le but de cette nouvelle, amener la jeunesse à se réveiller? Ben oui, nous avons vu au Sénégal, avec une situation politique où les mouvements comme Y'en a marre ont pu faire changer la donne. Malheureusement, ici, nous avons une jeunesse de restaurant, une jeunesse sans conviction. C'est-à-dire, si, je dis n'importe quoi, l'écrivain Yannien a la possibilité de nourrir un ventre, deux ventres, pour chez lui, sans conviction. Aujourd'hui, on est avec le directeur de Maranta Production. Et puis demain on l'abandonne parce qu'il n'est pas à mesure de nous donner la pitance. C'est dommage, c'est malheureux. Vivement que notre jeunesse se réveille et parce que l'avenir leur appartient. L'avenir appartient à notre jeunesse. D'accord. Vous avez l'impression que nos politiques ne peuvent plus changer. Il s'agit à la jeunesse de les faire changer ou alors de les dégager même. Non, il s'agit pour la jeunesse de prendre ses responsabilités. Le président Macron a la quarantaine d'années. D'accord. Pourquoi nos jeunes veulent rester enfants jusqu'à 50 ans? Pourquoi des éminents cadres de notre nation restent encore sous le parapluie atomique du mentor octogénaire? C'est vrai que chez nous, on dit la manière dont on arrache là-bas à son père pour labourer le sol peut être vu comme une injure ou un moyen de l'aider d'avoir ses bénédictions. Mais je pense qu'il y a des choses, quand on aime son père et qu'il est en train de se donner dans les travaux champêtres qui peuvent nuire à sa santé, comme l'a fait le jeune maire de Port-Boué, quand il disait à sa maman, « Maman, donne-nous la tabac ». Voilà ce que nous attendons de la jeunesse. Justement, dans les partis politiques, il y a des jeunes, mais ce sont ces jeunes-là qui portent ces octogénaires, comme vous dites. Ce sont eux qui se battent pour qu'ils... c'est le monde de conviction. D'accord. C'est le monde de conviction. L'exemple palpable que je donne, c'est celui du maire de Port-Boué. Il a été candidat 3 fois face à celle qu'on appelle la maman. Et son slogan, c'était « Maman,
passe nous la tabac. Et bon, paix à son âme, elle est partie à jamais, elle s'est couchée à jamais. Et lorsqu'il est venu comme candidat, tous ceux qui étaient de sa génération ont vu en lui comme quelqu'un qui pouvait apporter un plus. Parce qu'il a osé. On l'a vu également avec d'autres jeunes dans diverses régions. Il faut que les jeunes quittent les restaurants. Il faut que les jeunes arrêtent de penser au ventre, parce que c'est seulement éphémère. Il faut que les jeunes aillent vers des idéaux essentiels pour l'épanouissement de notre pays, de notre continent. Une autre question sur ce volet. En Afrique, on voit un type de changement depuis un certain moment, des militaires qui s'invitent au pouvoir pour justement essayer le changement. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je suis profondément déiste, quand bien même j'ai mes opinions. Fondamentalement, je ne suis pas partisan de la prise du pouvoir par les armes. Moi, dans ma région, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas lié que l'on règne sur une communauté. Donc, personne ne peut venir dire qu'il le fait. Mais nous avons voulu copier la démocratie. Un observateur disait, on a voulu prendre la démocratie des Blancs et on a abandonné nos us. Et nous sommes aujourd'hui pas démocrates, pas en conflit avec nos us, et nous sommes dans le billard. Et donc, c'est des événements à condamner parce que le militaire censé protéger les populations qui prend les armes, il a fait l'école de guerre. Je ne pense pas qu'il ait fait des écoles de développement sociétal. Il a pris vie, mais et demain. On l'a vu avec d'autres présidents, on l'a vu avec d'autres acteurs. Donc c'est personnellement quelque chose, en tant que littéraire, en tant qu'écrivain, en tant que poète, adepte du beau, je ne peux pas autoriser, je ne peux pas accepter. Pour vous, le président Ouagbadié, je sais que c'est un président qui incarne beaucoup d'autres présidents. Pour vous, tous ceux qui incarnent là ont échoué. Est-ce qu'ils ont échoué, selon vous? Non, je ne dis pas qu'ils ont échoué. Je dis qu'il faut avoir la critique modeste. Ou ils ont atteint leurs limites, on peut reformuler comme ça. Nombreux sont ceux d'entre eux qui ont dit, à 75 ans, on doit pouvoir se reposer. C'est bien dommage que ceux-mêmes qui ont dit à 75 ans qu'il faut se reposer sont encore à la bataille. Sauf cas de force majeure, on dit d'autres aussi. Je dirais que le cas de force majeure, mais est-ce que ce n'est pas prétentieux? Je ne vais pas entrer dans les débats politiques. D'accord. Est-ce que ce n'est pas prétentieux de dire que, à part le directeur actuel de Manota TV, média, personne d'autre ne peut gérer la maison s'il n'est pas là? Est-ce que par cette réalité, il n'aurait pas échoué? Est-ce que le fait qu'il ait peut-être préparé quelqu'un qui n'est pas apte à faire l'oblige à rester? Et pour combien de temps? Bon, je ne rentre pas dans ça. J'estime que la jeunesse doit prendre cette responsabilité. Il est temps que nous puissions rendre leur temps de repos à nos aînés. D'accord. Qu'ils puissent en bénéficier dans tout ce qui est fait. D'accord. Le titre, c'est président candidat. Pour l'auteur que vous êtes, un président doit être candidat combien de fois au maximum? Le pouvoir use. Le pouvoir use. En principe, un président, il peut l'être autant de fois, pourvu qu'il ait l'âge qu'il faut pour être opérationnel. Il peut avoir été président à 40 ans, l'être jusqu'à 60 ans. Si on estime que dans le monde de gouvernance qu'on a choisi, il peut faire notre affaire. Il n'y a pas de question de débat de durée, de choses. Je ne suis pas un politique, je suis littéraire, je regarde, j'observe et je jette le pavé dans la mare. Avez-vous une ébauche de solution pour que toutes les crises que le pays a connues ne se reproduisent plus? Mais c'est l'amour. Il faut qu'on puisse s'aimer, c'est tout. Parce que si nous nous aimons, jamais je ne prendrai une machette pour égorger ton enfant ou ton proche, quelle que soit la raison. Il faut que nous aimons, il faut que nous prenions conscience de ce que notre pays, c'est le meilleur pays au monde, comme le dit certains artistes. Si nous n'avons pas conscience, si nous ne savons pas qu'à nous bagarrer, les autres qui sont autour de nous sont contents, sont heureux, parce qu'ils savent que le potentiel que nous avons, nous ne l'utilisons pas, nous nous mettons en retard, c'est un autre terrible. Il faut que nous nous aimons. L'amour de son prochain, comme le disent les croyants, comme soi-même. On en vient au recueil Procès d'un accro du sexe. Quelle est l'idée générale véhiculée dans cette nouvelle? En tant qu'auteur, je suis mal placé pour l'idée générale. C'est le lecteur qui dit voici ce que j'ai compris.
c'est dans la grossesse. Pour ma part, ce que je voulais que les lectrices, les jeunes filles, plus précisément auxquelles je m'adresse, qu'elles sachent qu'accorder une faveur à un enseignant, c'est s'exposer à la raillerie. Regardez comment est-ce qu'il parle de ces filles-là. Ah, celle-là, elle lui donner de bonnes notes, et celle-là, elle fait des bon, celle-là, je lui donne un saucisse. Ah, celle-là, moi, ils sont 18, mais bon, je suis polygame. Voilà. Donc, il faut qu'elles sachent que ce n'est pas de l'amour qu'elles auront avec les enseignants. En même temps, l'auteur dit qu'il est arrivé à ce métier pas par passion, par dépit. Est-ce que c'est pas ça aussi la cause de... Oui, mais ça ne peut pas justifier. Et donc, les filles doivent savoir que ceux qui ont en face d'eux ne sont pas faits pour eux. Le rapport qui doit exister, c'est le rapport d'apprenant à enseignant, à formateur. Les deux ne peuvent pas y aller ensemble. D'ailleurs, il y a un concept qui est né dans le milieu scolaire, les NST, les notes sexuellement transmissibles. Vous avez connu ça à votre époque? Oui, mais ce n'était pas aussi grotesque qu'aujourd'hui, c'était l'exception. Notre époque, c'est l'époque où les jeunes filles tenaient la barre très haute. Elles s'exprimaient, elles s'affichaient. Ce n'est pas des mini-jupes, ce n'est pas le sexe. C'est vrai que le monde a changé à 180 degrés, mais le niveau de dépravation aujourd'hui est un niveau extrêmement écœurant, est un niveau, à mon avis, nauséabond. Et là, parlant de niveau de dépravation, et à parcourir au moins 2 fois, vous dénoncez les pratiques sexuelles dans l'honneur d'une vierge, dans un accro du sexe. Pour vous, le sexe est aujourd'hui un grand danger pour la jeunesse. Bon, un danger, pas peut-être danger. Pas danger, mais le sexe apparaît aujourd'hui comme le moyen de dépravation. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes, je suis certain que vous le savez, qu'il y a ce que les jeunes appellent la tontine sexuelle. Bien sûr. Un phénomène qui n'existait pas de votre temps. Aujourd'hui, ils sont dans le sexe à partir de 12 ans, 13 ans. Mais hier, ou l'autre période, avoir déjà un baiser sur la joue d'une amie, ça suffisait pour dire que c'était une petite amie. Demandez à vos amis, ils vous le diront. Et quand on arrivait à mettre son bras autour de son épaule, c'était la totale. Et on s'en satisfaisait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi la démission des parents qu'il faut noter. La démission des parents. C'est peut-être dû aux vicissitudes de la vie, mais pas seulement. Les parents ont démissionné. Certains même envoient les enfants à la débauche, va te débrouiller, faire comme les autres. D'autres sont tiraillés par tellement de difficultés qu'on retrouve leurs filles à la rue Pierre et Marie Curie, des jeunes filles de 13 à 18 ans. C'est un drame. C'est pour cela qu'il serait intéressant que pour les internats dont vous parliez, le gouvernement puisse penser à les réactiver. Il faut également penser à mettre en place un système d'entraide, un système d'assistance, comme le fait si bien au niveau de votre structure Maranatha, pour aider les orphelins, pour aider les démunis. L'État, certes, ne peut pas tout faire, mais l'État a l'obligation de faire beaucoup plus qu'il fait. Il y a peut-être aussi l'évolution avec les médias, avec Internet. À votre temps, il n'y avait pas tout ça. Je veux dire, quand vous alliez à l'école, il n'y avait pas de téléphone portable avec les applications qu'on connaît aujourd'hui, les programmes télé qui ont évolué, qui sont... En même temps, nous devions parcourir des distances assez respectables pour aller dans les bibliothèques. Nous devions attendre que notre frère finisse de lire un livre avant qu'on le prenne. Aujourd'hui, avec le net, il peut le faire. En fait, c'est une utilisation déguisée, pas déguisée, je veux dire absente, merci de l'expression, de l'outil Internet. Je vais vous faire une confidence. J'ai un de mes supérieurs qui me disait récemment, je suis allé en Europe et j'ai été marqué par la présence du livre en Europe, dans les foyers européens, quand bien même le niveau de développement numérique est extraordinaire. Combien sont-ils ceux qui vont vouloir acheter un livre à 3 000, 4 000, 5 000 au lieu d'aller s'asseoir pour s'empiffrer d'alcool? Pourtant, le livre
comme le dit notre aîné, l'animal de la littérature ivoirienne, Kamara Nagala, est un trésor. Et si vous prenez 100 élèves qui sont brillants, vous allez voir que 95% d'entre eux tirent leur secret dans les livres, dans la lecture. Et c'est en cela que j'encourage ces gens d'initiative que vous prenez d'ouvrir vos salons, vos structures aux écrivains pour parler du livre et inciter donc nos enfants, nos frères, nos sœurs, et pourquoi pas même les parents à lire. Parce que nous nous empiffons de nourriture pour nourrir le ventre, nous faisons du sport pour nourrir les muscles, mais nos cerveaux, si nous ne voulons pas qu'ils soient constipés, comment les nourrissons-nous? Le livre est la nourriture du cerveau. La lecture permet au lecteur de ne pas avoir un esprit constipé. D'un esprit constipé, qu'est-ce qui peut sortir? Okay. De tous les personnages qui sont dans l'œuvre L'honneur d'une vierge, dans lequel l'auteur se reconnaît un peu plus? C'est une question qui est très souvent posée aux auteurs. Je me rappelle, certains lecteurs voulaient, coûte que coûte, voir le centenaire monument Bernard Davier dans Clémier, ce qu'il a toujours refusé. Je répète encore une fois que le livre, quand bien même l'auteur peut être influencé par son environnement, est une production de l'esprit. Toute ressemblance avec une personne qui est fortuite, l'auteur ne peut nullement donc se trouver dans un personnage. Même pas Daouda? Non, pas du tout. Et justement, parler de Daouda, les lecteurs qui ont eu connaissance, qui ont pu parcourir sur le film, l'histoire est tellement émouvante qu'on a l'impression que c'est un fait réel. C'est vrai. Et il dit, bon, c'est un recueil, c'est une nouvelle dans un recueil. Si vous estimez qu'il est très croyant, certainement qu'il y va de la dextérité de l'auteur. Je le prends comme un compliment. Un dernier mot à nos internautes. Ce sont des mots de remerciement et de gratitude à Maranatha Média. Je l'ai dit à Adam. Merci à vous pour cette part de responsabilité, cette part d'action que vous mettez en œuvre pour que le livre puisse retrouver ses lettres de noblesse, pour que la dictature du livre, comme le dit le président de l'AIC, puisse s'imposer dans nos sociétés. Merci encore. Merci.